Mardi 23 janvier 2024, Chimaev prêt pour l'UFC 300. Topuria est-il trop sûr de lui? Jim Miller peut-il être introduit au Hall of Fame? On parlera bien sûr de toute l'actualité majeure du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Khamzat Chimaev confirme Dana White lui avait promis le title shot en cas de victoire contre Usman. Il est prêt pour l'UFC 300 et espère que Dana tiendra sa promesse, précisant que ce n'est pas la ceinture en soi qui l'intéresse, mais l'argent qu'il va gagner une fois champion, même s'il déclare déjà gagner plus que le champion actuel étant beaucoup plus populaire que lui. Il précise aussi qu'il n'a jamais choisi ses adversaires et a toujours accepté les propositions de l'UFC. Il dit aussi vouloir combattre plus souvent mais ne comprend pas pourquoi l'UFC ne lui fait pas plus d'offres que ça. Forcément, entendre Dricus du Plessis et Sean Strickland expliquer qu'il ne mérite pas sa chance pour le titre l'agace, et raconte que lorsqu'il s'est entraîné avec Strickland, celui-ci demandait à son entraîneur de lui faire lever le pied car il n'arrivait pas à suivre le rythme. Il indique aussi n'avoir peur de personne et être allé s'entraîner dans de nombreuses salles partout dans le monde, mais que personne n'a jamais voulu venir s'entraîner chez lui. Dernièrement, il a partagé des photos de lui à l'hôpital sur lesquelles il avait l'air très malade et il explique qu'il a été hospitalisé un peu plus d'une semaine mais qu'au total l'infection a duré 5 semaines. Il ne se souvient plus du nom de l'infection mais explique que c'est d'habitude une maladie infantile et que plus nous la contractons tard, plus elle est virulente. Alors bien sûr, si son prochain combat n'est pas pour la ceinture, il sera bien obligé de combattre mais indique vouloir beaucoup d'argent pour ça. Chris Curtis, suite à sa victoire du week-end sur Marc-André Barriault, était l'invité de The MMA Hour. Il expliquait s'être totalement coupé des réseaux sociaux qui le rendaient accro à la négativité. D'ailleurs, la négativité c'est quelque chose dont il a du mal à se couper puisqu'il raconte que juste après son combat, il était déjà en train de le re-regarder et de voir tout ce qui n'allait pas. D'ailleurs, il était assez critique envers Dominick Cruz qui a dit que les deux s'étaient plutôt livrés à un sparring qu'à un combat. Il lui a répondu que s'il frappait Dominick Cruz de la même manière, il comprendrait que ce n'était pas un sparring. Mais on peut aussi le comprendre, puisqu'il sort d'une année 2023 compliquée, avec une défaite face à Kelvin Gastelum, combat qu'il pensait d'ailleurs avoir remporté, et un no contest face au français Nassourdine Imavov suite à un choc de tête. Cette année 2023 qui a laissé des traces, puisque pendant un moment il avait l'impression de perdre tous ses sparring, et ses coachs du coup ont décidé de le filmer pour lui montrer que ce qu'il faisait était en réalité plutôt bien. Éloigné lui demande s'il a pensé à redescendre en poids welter, et il répond que oui mais qu'il n'est pas prêt à 36 ans à s'infliger de nouveau le cutting. Écoutez, espérons que sa victoire du week-end dernier lui redonne un peu d'espoir. Quand on parle de combat maudit, on pense forcément à Khabib et Tony Ferguson, mais sachez que le combat entre Jim Miller et Bobby Green qui aura lieu à l'UFC 300 a déjà été annulé 3 fois, ce qui a forcément permis à Jim Miller de déjà accumuler 6 mois de préparation spécifiquement pour Bobby Green. Miller qui a confirmé ne pas vouloir s'arrêter après l'UFC 300 et dit avoir une vie plutôt simple hors de la cage en passant tout simplement du temps en famille. Bisping lui a forcément demandé le secret de la longévité puisqu'il est lui, selon ses dires, cassé de partout. Et Miller répond qu'il dort bien, 8 heures en général par nuit, essaye de manger le mieux possible et ne passe pas trop de temps devant les écrans, ce qui lui évite pas mal de problèmes de dos et de nuque. Dernièrement, l'idée de l'introduire au Hall of Fame est apparue et Daniel Cormier n'est pas pour, puisqu'il pense qu'on ne peut pas y faire rentrer quelqu'un juste parce qu'il a un record. Je rappelle que Miller est recordman du nombre de combats à l'UFC, du nombre de victoires à l'UFC, il tient un nombre de records, c'est hallucinant. Et voilà, Daniel Cormier dit, si tu fais rentrer un recordman, ok, mais le jour où son record est battu, qu'est-ce qu'il fait au Hall of Fame? Au fait, il sera plus personne. Et lui, Miller, il a pas l'air de prendre la chose très au sérieux, expliquant qu'en réalité, Cormier, en relançant à chaque fois le débat, lui fait plutôt de la pub qu'autre chose. Après de nombreux combats mémorables, tout au long de sa carrière, il cite son premier affrontement contre Joe Lawson comme étant son moment préféré, tant la foule était en délire ce jour-là. Et enfin, pour la suite de sa carrière, il se verrait bien derrière la table des commentateurs. Ben Askren, chez les poids welter, verrait bien une demi-finale entre Rakhmonov et Covington, ou pourquoi pas Usman contre Rakhmonov, puisque pour lui, Bilal doit avoir le prochain combat pour le titre. Dans le combat qui a opposé Pimblett à Ferguson, il n'a pas trouvé l'anglais impressionnant et pense que Tony aurait dû lutter et lorsqu'il était au sol, essayer de se relever, mais ne surtout pas accepter d'avoir son adversaire dans la garde. Comme vous le savez, il y a souvent des combattants qui sortent de leur retraite et malgré qu'il a plutôt bien placé son argent dans différents investissements, il avoue que pour lui le moyen le plus rapide de toucher une grosse somme, c'est de combattre, ce qui explique donc les nombreux retours de retraite ainsi que les combattants qui tardent à se retirer. Je rappelle qu'Askren a été le premier ancien combattant de l'UFC à aller affronter Jake Paul en boxe anglaise. Il est forcément revenu sur ce moment en avouant qu'à l'époque il ne savait rien du niveau de boxe de Jake, mais qu'aujourd'hui il faut avouer que son niveau est plutôt bon. On lui demande quelle est la meilleure lutte, l'américaine ou la dagestanaise. Il répond sans hésitation l'américaine, se justifiant en expliquant que Daniel Cormier a beaucoup aidé les Dagestanais à performer en MMA et que les meilleurs lutteurs américains ne font pas de MMA mais de la lutte. On a Chito Vera qui insiste sur le fait que s'il est le prochain à avoir sa chance au titre, c'est parce qu'il a battu O'Malley et pas parce que l'UFC lui fait un cadeau.
Il veut sa première défense de titre contre Sandhagen pour laver sa défaite. Il explique aussi qu'être champion aura des répercussions sur son futur et que beaucoup d'opportunités s'offriront à lui, et prend l'exemple de Luke Rockhold qui, après plusieurs années hors de l'UFC, continue à faire parler de lui. Rockhold d'ailleurs, qui est actuellement blessé au coude, compte revenir à la compétition et voudrait voir Francis Ngannou combattre à l'UFC 300. Je vous disais hier qu'Alex Pereira envisageait pourquoi pas un dernier rodéo en poids moyen comme il dit, et Dricus du Plessis lui a répondu: ce serait un honneur de partager la cage avec toi. L'embarras du choix pour Dricus du Plessis entre Chimaev, Adesanya, Pereira, etc. continue. Il se retrouve vraiment dans une situation idéale. Et Yann Gary qui tweet: oh mon dieu, si un jour je fais un combat comme ça, s'il vous plaît, dites-moi de me retirer. Donc en référence au combat entre Dricus du Plessis et Sean Strickland. Et Dricus du Plessis qui lui répond: t'inquiète pas, tu n'en feras jamais. Alors lui, je pense que. Alors soit il dit ça dans le sens où en fait le combat était bien et tu feras jamais ça, ou dans le sens où tu n'auras jamais ton title shot. Dans les deux cas, le coup du title shot, ce serait un peu plus marrant quand même. Alors je sais pas si vous avez suivi, mais Drake, le rappeur canadien, à chaque fois qu'il fait un pari sur une équipe et qu'il parie beaucoup d'argent, en général l'équipe perd. Ça avait été le cas avec le combat de McGregor contre, je crois que c'était Mayweather. Pareil avec l'équipe de Toronto. Enfin, tout le temps, à chache fois que Drake parie sur quelqu'un, la petite blague sur internet, c'est de dire que la personne a une malédiction sur elle et qu'elle va perdre. Et sachez qu'il avait parié sur Sean Strickland, il avait parié 700 000 $. Il aurait pu repartir avec 1 300 000 et forcément Sean Strickland a perdu. Donc Dricus du Plessis a tweeté oh j'allais oublier, merci Drake. Ça m'a fait beaucoup rire aussi. On a Ilia Topuria, je vous disais, est-ce qu'il est trop confiant Ilia Topuria? Il fait beaucoup de sorties médiatiques, et puis il se met en opposition avec Volkanovski qui est un ancien maintenant, qui est plutôt apprécié des fans, qui est plutôt un taiseux, qui est pas trop dans le trash talk, etc., puis qui est un champion depuis un certain temps, qui a fait ses preuves, j'ai envie de dire. Et là on a Ilia Topuria qui tweet: si tu viens pour ce 0, donc le 0 c'est le 0 de l'invincibilité de Topuria, sois préparé à repartir les mains vides, je n'ai pas pour intention de te céder quoi que ce soit, ton temps est passé. Rends-toi juste un service et viens le jour du combat, parce que je serai celui qui va repartir avec plusieurs zéros. Donc je pense qu'il veut parler du 0 à la fois de son invincibilité et des zéros sur le chèque. Et puis il dit au passage, la cuisine te réussit mieux. Donc la cuisine te réussit mieux, c'est parce que Andrei Arlovski, n'importe quoi. Volkanovski, il a une chaîne YouTube sur laquelle il fait de la cuisine, donc c'est la petite blague par rapport à ça. C'est vrai que Topuria, franchement, et moi j'aime bien son style de combattant, mais je trouve que quand t'es arrogant avec un mec qui n'est pas arrogant, t'as tendance un peu parfois à passer pour un imbécile, et surtout si tu perds, le retour de bâton va être terrible pour lui. On a Thiago Moises et Brad Riddle qui vont croiser le fer le 17 mars prochain. Riddle, ancien kickboxer, j'aime beaucoup. Hâte de voir son retour. Quand il est arrivé à l'UFC, on s'est dit peut-être qu'il va faire quelque chose. Puis malheureusement, il s'était cassé les dents sur Fiziev, si je dis pas de bêtises. Et voilà, depuis, on l'a un petit peu oublié, mais il est toujours là. Sean Strickland, vous le savez, suite à son combat contre Dricus du Plessis, a dit qu'il avait pris un coup de tête et que ça lui avait ouvert, je crois que c'est l'arcade, et que du coup, bon bah voilà, il voyait mal, il voyait plus que d'un œil, etc. Dricus du Plessis en conférence de presse avait dit: moi j'ai aucun souvenir de lui avoir mis un coup de tête, mais là il a posté cette vidéo Dricus du Plessis, donc on voit il y a eu un choc de tête. Franchement, je crois pas que ce soit volontaire de la part de du Plessis, hein, ils remontent, ils sont au corps à corps, choc de tête. Et puis Sean Strickland qui dit: j'ai pas pris la route facile en disant au docteur que je ne voyais plus rien, et puis pour aller gratter un no contest. La seule raison pourquoi tu as gagné un round, c'est parce que je voyais rien du tout. J'ai gagné ce combat, tout le monde le sait. Cette ceinture ne te donne en aucun cas le statut de champion. Et merci à tout le monde de m'avoir soutenu. Bah écoutez, moi j'ai toujours du mal quand un gars perd et qu'il se trouve des excuses. Bon voilà, il y a peut-être eu un coup de tête, il était peut-être aveugle d'un œil, mais malheureusement c'est un fait de combat. En effet, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu aller chercher la voie la plus simple en disant au médecin qu'il voit plus rien, qu'il peut pas continuer. J'aurais été très déçu, puis surtout ça va pas avec son personnage. Quand tu nous préviens, quand tu nous dis ouais je vais vous donner une guerre, je vais y aller jusqu'à la mort, moi je suis un vrai combattant, etc. Si tu fais ça, franchement tu te décrédibilises totalement. Est-ce que c'est la fin de Sean Strickland? J'espère pas. Est-ce qu'il a juste eu un coup d'éclat, qu'il est arrivé jusqu'à Adesanya, qu'il a gagné, qu'il a eu la ceinture? Écoutez, j'espère pas, on en parlera demain, parce que Michael Bisping a donné une petite analyse sur Sean Strickland que j'ai trouvé très intéressante. Vous savez, on parle aussi d'Alex Pereira qui pourrait pourquoi pas monter chercher Thomas Spinal chez les poids lourds. Dana White n'est pas fan de l'idée, il a toujours dit non, je pense qu'il y a d'autres choses à faire de plus intéressantes pour Thomas Spinal. Et toujours Dana White, alors ça y est, hein, il semblerait que ce soit fait, hein, Bilal Muhammad va avoir son title shot contre Leon Edwards, et il semblerait que dès cette semaine, on ait l'information pour savoir quand aura lieu le combat et où. C'est Dana White qui nous en informe. Et enfin, si vous êtes intéressé et que vous voulez faire du bar knuckle, sachez que le bar knuckle, hein, le BKFC, va organiser des détections. Donc ça va se passer en Angleterre, à Londres, si je dis pas de bêtises. Et c'est le 25 février, donc je savais pas qu'il y avait encore des détections pour aller combattre dans certaines ligues, mais il semblerait. Alors est-ce que c'est une soirée de combat, ou est-ce que c'est une soirée seulement, il y a des entraînements, et puis ils détectent les gars qui selon eux seront les
les mieux à même d'aller combattre au Barnacle. Je sais pas du tout, mais ça m'a fait rire de voir ça sur les réseaux sociaux. Écoutez, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve tout de suite pour la Minute Auditeur. Minute Auditeur que je commence avec Adrien qui me dit « Si on m'avait dit ça, Duplessis champion des poids moyens à l'UFC, moi je me souviens de lui dans la cage après sa victoire contre Whittaker et son trash talk avec Easy qui était venu le rejoindre dans la cage. O'Malley l'an dernier vainqueur face à Sterling puis ce même Strickland qui bat Easy. Quand je dis que ce sport est un sport de fou sur lequel il ne vaut mieux pas parier. Bon bah oui, moi ce week-end j'avais parié Strickland, j'ai perdu. Mais non, mais Duplessis c'est vraiment un truc de fou. J'ai vu un truc passer sur les réseaux. C'était une photo de Duplessis avec la ceinture et c'était écrit explique cette image aux fans de MMA en 2021, je crois c'était. Ça m'a beaucoup fait rire. Puis ouais, O'Malley, j'avais été surpris aussi de sa victoire contre Sterling. Je pensais pas qu'il le ferait. Mais écoute, c'est ce qui fait la beauté du sport. Hein. On a Fulz qui me dit « Vraiment, j'ai regardé le replay Strickland contre Duplessis. Je comprends toujours pas comment Duplessis a gagné autre chose que le round 4. Je pense la grosse erreur de Strickland, c'est de s'être rasé les cheveux. Car le grillage, ça lui a pas pardonné. Et après, combattre avec du sang dans l'œil, c'est compliqué. » Bah justement, t'as vu, j'en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors moi, après... t'as été au combat, t'as eu du sang dans l'œil. Je comprends que ce soit compliqué. Mais moi, je pense la grosse erreur de Strickland... c'est de ne pas en avoir fait assez, c'est son style, il est souvent sur le reculoir, jab, 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 mais on en reparlera demain avec Bisping, il devrait être capable de faire autre chose, je pense que ça... En fait, il a un style, il est rapidement contré, tu vois, si tu trouves la solution à ça, bah t'as trouvé la solution à tout, il est un peu trop unidimensionnel à mon sens, mais écoute, il a peut-être encore le temps de s'améliorer. David Rousseau qui me dit c'est compliqué pour Charles Jourdain, il a un style très beau à voir mais ça ne gagne pas beaucoup. Et ouais, et je pense que si Charles Jourdain avait les résultats qui suivaient, l'UFC le mettrait en avant parce qu'il est vraiment spectaculaire, ça saute dans tous les sens, ça frappe fort. Il a une gueule, hein, il est vendeur, les tatouages, tout ça, il parle bien. Donc pourquoi pas, mais ouais, malheureusement je suis assez déçu pour lui, hein, très honnêtement. On a Johan Berkan qui me dit « Pour moi, Allen a gagné le combat, mais c'est plus vendeur, un Mosvar invaincu. Qu'en est-il du tournoi PFL pour Doumbé avec ce combat en mars, ça semble compromis. L'UFC et ensuite le tournoi, 3 petits points, il nous aura vendu du rêve de bout en bout. » Alors ouais, bah Allen, c'était un combat serré, hein, très honnêtement. En plus, comme j'ai dit, il a fait ce qu'il fallait. Et il a mis la marche avant, il a été inventif, j'ai beaucoup aimé tout ça, mais bon, malheureusement, c'est pas passé. Et bah, le tournoi pour Doumbé, moi j'aimerais bien, franchement, voir Doumbé dans un tournoi, ce serait marrant, 4 combats à l'année, pourquoi pas, ce serait bien, mais comme je t'ai dit dans le commentaire, j'y crois pas trop, je pense pas qu'il ait été recruté au PFL pour ça, et puis bah écoute, est-ce qu'il finira à l'UFC, ça c'est encore une autre histoire. Ensuite, on a Christian Bouchard qui me dit « Pour moi, c'est du vol, c'était 2-2 et Strickland a dominé le 5e avec 2 fois plus de frappes. J'ai bien lu les règles de pointage de l'UFC et je ne comprends pas les juges. Un takedown avec aucun dommage et aucun contrôle ne donne presque pas de points. Il faut sécuriser le takedown et Strickland se relever après 5 secondes. Bref, gros vol. » Bon, moi, j'irai pas aussi loin, je dirais pas que c'est un vol, je dirais que c'était serré, puis comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le souci, c'est que Strickland n'en a pas fait assez. Il a laissé la décision entre les mains du juge et ça n'a pas été une victoire nette. Et aussi ce qu'il y a, c'est que Duplessis, il a beaucoup avancé, il a beaucoup frappé, même s'il touchait pas toujours, il a fait le combat. En fait, c'est Duplessis qui a fait le combat, c'est Duplessis qui a chassé Strickland, et malheureusement, ça a joué des tours à Sean Strickland. Vincente Mata qui me dit cette UFC ne restera pas dans les mémoires, le public attonne, l'ambiance en bois de Cajot. Et pourtant c'était pas parti pour, hein. Quand tu voyais l'ambiance à la conférence de presse etc, je me suis dit ouais les mecs ils vont exploser la salle, ça n'a pas été le cas. Je voyais Dricus Duplessis plus rouler sur Strickland, après la décision aurait pu basculer du côté de Strickland, mais ça soulage certains, entre parenthèses ESPN et l'autre diffuseur, que ce soit DDP le champion. Et ouais ça je suis peut-être d'accord, qui se disent bon Strickland il va moins, enfin Duplessis va moins nous sortir un truc de fou à l'antenne en live, et la tête de Dana White valait le détour. Les 8 Canadiens ont tous perdu, et normal. Bah ouais, écoute, les 8 Canadiens ont perdu. Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été une bonne soirée pour les Canadiens. Dans les prélims, il n'y a pas une fille qui a gagné, je sais plus. Mais bref, ouais, mauvaise soirée pour les Canadiens, malheureusement. Écoute, ils auront des jours meilleurs. Hein. Mais oui, en effet, l'ambiance n'a pas été au rendez-vous, je m'y attendais pas. Et puis, bah, Duplessis, nouveau champion, qui l'eût cru. Écoutez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Ça coûte 0, ça coûte 2 secondes de votre temps. Moi, ça me soutient. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo du jour et on se retrouve demain à 17 h. Salut!